Roussel adorait les spectacles, les féeries, les illusions, les petites comédies, les papiers dorés, les fêtes de carton. Non pas, à vrai dire, ces réjouissances foraines, ces clowns tristes et asexués qui fascinaient à son époque Max Jacob ou Picasso, mais des fêtes plus concertées, plus horlogères, plus inquiétantes. Presque toutes les œuvres de Roussel sont des fêtes silencieuses comme des cauchemars ou des parcs, des fêtes naïves et obstinément meurtrières. Prenons donc l'œuvre de Roussel comme un de ces jardins étranges et piégés, tels qu'on en composait au XVIe et au XVIIe siècle, jardin où la nature s'imite elle-même, où elle est toute entrelacée d'artifices, minée d'épouvantes calmes, de figures inoffensives et terrifiantes, de trompe-l'œil et de trompe-l'ouïe, de choses vraies qui font semblant d'être de faux semblants, de paysages qui miment les décors, de statues mobiles, d'animaux pétrifiés. L'ordonnateur et tout-puissant propriétaire de cet étrange jardin est resté sa vie durant et au-delà même de sa mort tout à fait mystérieux. N'incriminons pas une famille que l'éclat de noms militaires et sonores a pu rendre de nos jours encore aveugle à de plus rares lumières. Le mystère, ou plutôt un retrait essentiel, faisait sans doute partie de la nature de Roussel. Non qu'il ait rien caché, mais parce qu'il y avait dans la confidence quelque chose qui lui répugnait. Le langage pour lui n'était pas instrument de relation, une manière de passer ou de faire passer, mais plutôt une réserve infinie, comme un corridor souterrain permettant d'aller subrepticement d'un point à un autre, d'une chose à une autre, d'une banalité à un trésor, du réel à l'impossible. Le langage, c'était pour lui le lieu des naissances fantastiques et monstrueuses, un réseau minéral. Tout ce que nous savons de lui passe par son langage et sa mort. Et cette mort même est restée ambiguë. Drogué jusqu'au moelle, et dans un grand état de faiblesse, Roussel avait quitté Paris pour la Sicile, et là avait finalement consenti, sous l'influence de Madame Charlotte Dufresne, qui ne le quittait guère, à suivre un traitement en Suisse. Le matin du jour fixé pour le départ, c'était le 14 juillet 1933, on l'a trouvé mort. Il s'était traîné jusqu'à la porte de communication qui donnait sur la chambre de sa compagne, mais cette porte, qui restait d'ordinaire toujours ouverte, Roussel, cette nuit-là, et sans doute au moment de mourir, l'avait fermée. Ce qui s'est passé au juste, on ne le sait pas. Mais seulement que cette mort, Roussel l'avait prévue et aménagée. Il avait adressé plusieurs mois auparavant à son éditeur un texte destiné à être posthume et où, pour la première fois, il parlait de lui-même et de son œuvre. Il a voulu sans doute que ce soit là la seule clé, le seuil unique par où nous puissions le rejoindre. Mais cette porte de communication, de lui à nous, elle est, comme l'autre, étrangement cadenassée. À moitié fiche, à moitié compte-rendu médical, voilà ce qu'il a à nous dire de lui-même. Pendant plusieurs années, Pierre Janet a soigné Roussel et, sous le nom de Martial, a relaté son cas dans l'angoisse et l'extase. Observation sans profondeur, aucune. Un pauvre petit malade devait dire un jour Janet à Léris en parlant de Roussel. Mais qui révèle un Roussel insoupçonnable, un Roussel illuminé de l'intérieur, certain de son génie, comme possesseur d'un soleil éblouissant qui rend plus souveraine, plus glaçante aussi, sa réserve quotidienne. Il faut s'arrêter un instant à cette lumière du dedans, à ce travail secret qui va, pendant 30 ans, occuper la vie de Roussel. Travail qui ne sera coupé que par de longs voyages au Moyen-Orient et dans le Pacifique. Encore ces voyages réels étaient-ils profondément fictifs? Il s'était fait aménager une somptueuse voiture dont il tenait les rideaux soigneusement baissés pour que le paysage ne vienne jamais le troubler. Faisant escale en Chine, il refusa de descendre à terre pour pouvoir terminer ses interminables versifications. Il travaillait comme un fonctionnaire. Il commençait et terminait à heure fixe, passant des années entières sur un texte, près de 10 ans par exemple, pour les 60 pages à peine des nouvelles impressions d'Afrique. Un tel acharnement et des textes aussi étranges ont pu faire croire que Roussel avait enfoui un secret. À vrai dire, de secret, il n'y a pas de raison d'en chercher ailleurs que chez Roussel lui-même et dans ce qu'il nous a dit. Il était trop solitaire sans doute, trop sûr aussi de son propre soleil, pour se mettre à l'ordre d'un chiffre qui n'eût pas été le sien, et ce secret conservé, il l'a transcrit, il nous l'a transmis dans son ouvrage posthume. C'est le fameux procédé
technique étonnamment naïve pour faire naître le fantastique, pour capter l'imaginaire, pour aménager selon une recette simple tous les hasards du langage et de l'inspiration. Une sorte d'instrument pour susciter l'improbable, pour d'un coup de dé provoquer et abolir le hasard. Au début de sa vie, Roussel avait écrit d'autres œuvres, encore moins connues s'il se peut, à qui, en tout cas, avait manqué l'éclat du scandale. Peut-être leur force d'évidence coupait tout accès vers elles, même par le chemin détourné de la violence et de la dérision. Œuvres sans jeu de mots, sans procédé, sans règles de construction, œuvres qui se donnent tout simplement pour tâche d'être en alexandrin et de décrire à l'infini des choses. Le poème qu'il publia en 1897, La doublure, il avait à ce moment-là 20 ans, et dont l'insuccès le marqua si fort, c'est tout simplement une description en vers de la soirée d'un acteur, d'un mauvais acteur, d'une doublure. Puis la description d'un après-midi au carnaval de Nice avec tous ses masques, autre doublure. Quelques années plus tard, Roussel écrivit des textes encore plus immédiatement descriptifs. La vue d'une plage, par exemple, en plus de 2000 alexandrins. Non pas une plage réelle, c'était beaucoup trop, mais une plage, telle qu'on peut la voir à l'intérieur de ces lentilles, qui sont enchâssées dans les porte-plumes que vendent dans les lieux fréquentés par les touristes, les bazars ou les marchands ambulants. Il décrivit encore l'étiquette d'une bouteille d'eau d'Évian, ou encore, en 950 vers environ, l'entête illustrée d'un de ces papiers à lettres qu'on peut trouver parfois dans les sous-mains de faux cuir qui recouvrent des petites tables dans le salon des hôtels dans les villes d'eau. Sous la surface calme de ces mots précis, sans relief, si platement proches de ce qu'ils disent, on soupçonne bien le grand souci de Roussel, cette prodigieuse inquiétude devant le pouvoir doublant et dédoublant du langage. Le langage qui répète les choses, est-il capable de les recouvrir entièrement, sans accroc et sans résidu? Peut-il même les rejoindre dans leurs reproductions les plus schématiques, les plus anonymes, les plus dérisoires, dans une vignette, un masque, une étiquette? Et peut-être le langage n'est-il lui-même que ce double des choses, qui les fait décoller d'elles-mêmes, qui en transmet simplement la répétition de papier, qui glisse dans leur être simple la mince couche de nuit qui sépare de l'invisible visage le masque colorié. À la lumière de ces textes évidents, on comprend mieux ce que voulait dire le procédé et toutes les techniques autour du procédé par lesquelles Roussel cherchait à capter la source de l'imaginaire. C'est que le langage, qui double les choses en les dédoublant, est marqué en son cœur du même signe. Il y a moins de mots que de choses. Un même mot pourra donc vouloir dire deux choses, et répété 2 fois, il pourra désigner tantôt ceci et tantôt cela. Et de même qu'une chose décolle quand on l'énonce, le langage décolle de lui-même quand on le répète. Le rapport qu'il y avait entre les descriptions infinies de la vue et le contenu à peine perceptible de la petite lentille, le rapport qu'il y avait entre l'inépuisable description des masques dans la doublure et les visages invisibles qui se trahissaient entre les ouvertures noires des lèvres et des yeux, ce même rapport, on le retrouve dans l'Ocus Solus ou les Impressions d'Afrique, dans toutes les œuvres à procédé. On le retrouve entre les descriptions méticuleuses de l'impossible et les petites phrases banales qui se cachent dessous, identiques, détruites et chargées d'un sens dédoublé. Cet obsédé que fut médicalement Roussel, cet obsédé du langage, de l'identité et du double, a construit un prodigieux labyrinthe de glace où les choses sont prises, reflétées, répétées, esquivées, dédoublées, cachées et montrées par les mots qui sont leurs miroirs. Et dans ce jeu le plus simple, mais doué d'un extraordinaire pouvoir de vertige, la perception méticuleuse du réel et le vagabondage astral de l'imaginaire sont l'un et l'autre indissociablement captifs. Par le jeu de l'identique et de la répétition, du même et du double, le langage est capable de tout cela à la fois. De la simple coquille du mot peut jaillir une déflagration qui, en un seul éclair, nous donne la couleur réelle et modeste des choses et la grande lumière du rêve.
c'est à cette déflagration en son point d'origine, en son aurore pure, que Roussel, de sa voix insistante, nous a conviés. Il ne fut pas écouté. Son dernier livre, pourtant, écrit en 1928, après toutes les œuvres descriptives et après toutes les œuvres à procéder, disait bien ce que toutes elles voulaient dire. C'est une sorte de dictionnaire en 4 chants et en vers, bien sûr, où le langage apparaît dans son pouvoir de superposer les choses ou de les faire éclater, de les couper d'un geste meurtrier ou de les rapprocher dans un ciel impossible. Le langage, à lui tout seul, et dans ce qu'il a de plus simple, apparaît chargé de cette fonction souveraine, nocturne, d'accouplement et de destruction, d'incantation du hasard, du rire muet, que les surréalistes prêtaient aux puissances, mal nommées sans doute, de l'inconscient. Mais ce langage tout de noir vêtu n'est pas autre chose que celui clair qui fait naître les choses, leur lumière, et la grande plage illuminée sous le regard.